L'aide à mourir, tel était donc le sujet central de ce film réalisé par Magali Cotard. Faut-il l'autoriser? Sous quelle forme? En risquant quel type de dérive? Autant de questions que vous vous êtes posées dans ce documentaire. Marina Carrère-Dancos, bienvenue à vous. Vous êtes médecin généraliste, animatrice de Carnet de santé chez nos confrères de France Culture. Vous avez animé pendant 24 ans le magazine de la santé chez nos confrères de France 5 cette fois. Merci avant tout pour ce documentaire. On va y revenir bien sûr tout de suite avec vous dans un instant. On va le faire avec Emmanuel Hirsch. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur d'éthique, directeur de l'éthique du groupe Emeis et professeur des universités émérites d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Votre dernier ouvrage s'intitule « Fin de vie, les devoirs d'une démocratie ». Il est disponible aux éditions du Cerf. On vient de voir cette enquête à la fois personnelle, intime, mais une véritable enquête journalistique très fournie. Vous êtes allé en Suisse, on l'a vu, en Belgique, au Canada. Est-ce qu'au bout du compte, vous êtes fait une idée claire sur ce sujet qui nous concerne aujourd'hui? Faut-il instaurer un droit à mourir en France aujourd'hui? C'est toujours compliqué parce que c'est un sujet qui est tellement complexe, qui fait intervenir tellement de circonstances particulières et personnelles que c'est quelque chose de très compliqué. En tout cas, ma conviction, qui était déjà un petit peu avancée, mais vraiment a évolué pendant ce documentaire. Et oui, moi, j'ai trouvé que le modèle belge, de la part pour les patients que j'ai entendus, pour les médecins que j'ai entendus, et qui correspond d'ailleurs à ce que disent certains médecins en France, qui pratique l'euthanasie quand c'est absolument nécessaire de manière illégale et qu'on entend dans ce documentaire. Oui. Le modèle belge, pour moi, est vraiment le plus humain, le plus remarquable. Et vraiment, je défends cette position parce que là, la loi qui est en discussion à l'Assemblée, on vient de voter un amendement qui fait que ça ne sera plus le médecin qui pratiquera ce geste si la loi passe, mais que ça sera la personne elle-même, sauf si elle est dans l'impossibilité physique de le faire. Et pour moi, c'était une grande avancée que le médecin qui le souhaite, qui l'accepte, puisse offrir ça aux patients qui le demandent. Et c'est justement le cas en Belgique. Voilà, et c'est le cas en Belgique. Et quand on voit la façon dont ça se passe pour les patients, avec un accompagnement qui est jusqu'au bout, mais ils n'ont pas à se suicider, ils n'ont pas à faire ce geste qui peut être extrêmement difficile, extrêmement douloureux. C'est le geste ultime de soin, comme le disent aussi bien les patients que les médecins qui le pratiquent, qui ne sont pas nombreux. Faut pas penser que c'est extrêmement généralisé et que ça a explosé, comme on veut le dire, en Belgique. Ça reste vraiment encore des cas particuliers, mais pour les médecins qui le font, et ils le disent, c'est tout sauf un geste banal. En général, ils ne travaillent pas après, c'est ce qu'ils disent. Ils débriefent avec des collègues. Ils ont besoin de ce temps parce que c'est un geste qui est très important, très lourd à porter, mais qui, je pense, est le geste de soin que peut demander un patient. Emmanuel Hirsch, faut-il instaurer un droit à mourir en France ou fallait-il compléter, améliorer un tant soit peu la loi Leonetti-Claes sur la fin de vie qui est évoquée bien sûr dans ce documentaire avec une partie du reportage consacrée aux unités de soins palliatifs. On va rappeler tout de même qu'il y a un autre texte ici en débat à l'Assemblée qui vise à amplifier le nombre de ces unités avec à la clé plus d'1 milliard d'euros d'investissement prévus sur une décennie en France, car il y a une forte diversité dans nos territoires en la matière. Alors, la loi Leonetti suffisait-elle? Fallait-il simplement la renforcer? Ou faut-il bel et bien instaurer un droit à mourir dans notre pays? J'espère que vous n'attendez pas de ma part que je réponde à la question « faut-il ». Je respecte le parcours des personnes et le reportage, le documentaire qu'on évoque est de ce point de vue-là remarquable. On voit des gens dans un parcours de vie. Et Marina a eu aussi, je dirais, l'honnêteté intellectuelle de voir aussi qu'il peut y avoir des dérives. Elle l'évoque au Canada. On va en parler, il peut y avoir des personnes aussi qui évoluent dans leurs demandes. Elle a fait aussi valoir que ça peut être un moment, j'allais dire, où se termine, s'achève une existence, je dirais pas dans la joie, mais dans la plénitude, dans l'apaisement, y compris avec les siens. Donc, moi, je ne suis absolument pas dogmatique. Je pense que chacun d'entre nous doit se poser la question de ce qu'il souhaiterait choisir, pour autant qu'on ait le choix. Et il y a des parcours dans la maladie qui malheureusement ne laissent pas le choix. C'est-à-dire, on le voit dans une actualité dont on parle aujourd'hui, il y a peut-être des maladies qui à un moment donné sont tellement entrevantes. Il y a tellement de souffrance, et pas uniquement de la souffrance physique, il y a tellement de solitude aussi, d'enfermement sur soi,
que j'arrive à comprendre que les gens considèrent que l'issue, c'est trouver les moyens de trouver un médecin qui, d'une manière légale, pour autant qu'on puisse légaliser dans un sujet aussi intime, apportera ce soutien. Tout ça pour dire que je ne suis pas dogmatique. La vraie question que je me pose sur cette chaîne parlementaire, c'est est-ce qu'on peut légiférer dans ce domaine? C'est-à-dire la complexité d'une législation sur des situations qui sont singulières. Dans le reportage, pourtant, on l'a fait en Belgique, on l'a fait en Suisse, on l'a fait au Canada. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en France? L'intérêt du reportage, du documentaire de Marina, c'est qu'elle va sur le terrain, elle rencontre les professionnels. Ils disent quelle est leur expérience, puisqu'ils ont du recul. Alors, c'est pas parce que ça se passe que ça doit se passer de la même manière ici en France, puisque le président de la République nous dit on va chercher une voie à la française. Et j'en arrive au point de fond. Je pense que la question fondamentale, et depuis des années avec Marina on partage ce point de vue, c'est respecter la personne dans son libre choix. D'accord ? Pour autant qu'elle soit en capacité de choisir. Et de choisir, par exemple, et c'est ce qui est intéressant, on a 2 législations, j'espère que les soins palliatifs pourront être accessibles. Je ne dis pas que la réponse, c'est les soins palliatifs et que l'alternative, c'est l'euthanasie ou le suicide assisté. Mais déjà, le choix. Et puis, le point important, c'est l'accompagnement en société. Et ce qui me semble important, c'est que la personne ne soit pas dans la solitude. Ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est ce médecin en Belgique qui va voir un patient dont on a l'impression qu'il est devenu quasiment l'ami. C'est-à-dire, il a une relation de proximité. Il reste le médecin. Il reste avec aussi la rigidité de la loi, mais il reste aussi dans une espèce de fraternité, de complicité. La vraie question pour moi, c'est que la loi est très normative. Voilà. On est dans un contexte, et vous le savez parce que vous l'évoquez sur cette chaîne parlementaire, où malgré tout, le système de santé n'est plus en capacité de faire face au suivi de personnes sur le long cours. C'est-à-dire on a des personnes atteintes de maladies chroniques, on a des personnes qui sont vieillissantes, et j'en termine pour dire, ce sont des questions de société que je ne réduirai pas à la question de la fin de vie. Je dirais, à la qualité, à la dignité de la vie jusqu'à son terme, mais sans précipiter le mouvement. Et ce qui est stupéfiant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que l'urgence politique est légiférée pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre le suicide, alors qu'avant, je dirais, quel est l'accès de ces personnes à la vie sociale? Et je termine sur un point qui me frappe énormément. Les petits frères des pauvres nous disent qu'il y a à peu près, aujourd'hui, et c'est des chiffres qui sont impressionnants, aux alentours de 500 000 personnes âgées qui sont quasiment en mort sociale. Et donc, avant d'être progressiste, puisqu'on nous dit qu'on est progressiste en développement, cherchons aussi à poser les questions et les enjeux dans leur complexité. Que faire des personnes très âgées, très dépendantes, qui ont des maladies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer? Comment les accueillir dans la société? Comment soutenir les proches? Bref. Et ce que je trouve aussi tout à fait intéressant, je termine sur ce documentaire, c'est qu'il n'y a pas de parti pris. C'est à un moment donné, alors qu'il a été fait il y a quelques mois, enfin je veux dire... On voit à quel point il colle à l'actualité. C'est-à-dire toutes les questions sont posées. Malheureusement, on a l'impression que certaines de ces questions de fond les plus sensibles, on les rejette. Et c'est tout le mérite de ce documentaire. On va regarder les conditions ouvrant le droit à l'aide à mourir telles qu'elles ont été posées dans le texte qui est proposé aux parlementaires français. Il faut être majeur et français pour bénéficier de ce droit, être apte à manifester une volonté de façon libre et éclairé, être atteint d'une maladie grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et puis enfin, être victime de souffrances physiques ou psychologiques, réfractaires au traitement ou insupportables. On l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut comparer le cadre prévu pour ce texte de loi à cette loi en exercice aujourd'hui en Belgique ou à d'autres pays que vous avez pu aller voir à l'occasion de ce reportage? C'est vraiment un mélange entre la loi suisse, mais qui autorise le suicide assisté de manière beaucoup plus large. On n'est pas du tout dans ces critères qui sont extrêmement stricts de maladies incurables avec un pronostic vital engagé. Donc c'est la façon de faire des Suisses, mais sur les critères, c'est beaucoup plus la loi belge, effectivement, pour avoir assisté à des consultations de médecins qui reçoivent malheureusement des Français qui viennent demander une aide pour leur fin de vie en Belgique. Ils récusent vraiment, quand ils sortent de ce cadre de loi, ils récusent les patients, et ça correspond à peu près aux données de notre loi à nous. Je voudrais juste ajouter une chose, parce que Emmanuel disait qu'il fallait pas opposer, que les soins palliatifs soient la norme et l'alternative étant l'aide à mourir. Moi, je déplore profondément qu'on ait scindé ce texte en deux, justement, parce que pour moi, il y a un continuum. C'est pas les soins palliatifs ou l'aide à mourir, c'est le développement, bien sûr, des soins palliatifs, et notamment à domicile, parce que beaucoup de gens veulent mourir chez eux et qu'il faut leur donner ce moyen-là, c'est absolument essentiel, c'est très peu développé en France. Et l'aide à mourir fait partie de cette
possibilité de finir sa vie ou d'avoir un accompagnement de fin de vie. Et je regrette vraiment qu'on ait scindé justement en opposant ces deux possibilités qui ne devraient jamais être opposées. Ce qui n'était pas le cas avant la dissolution de 2024. C'était un projet de loi d'ailleurs gouvernemental, différencié de ces deux propositions. Là où il y avait un seul bloc. Oui. Sur ce point, on n'est pas tout à fait d'accord. Je pense qu'au moins les parlementaires se prononceront clairement sur euthanasie, suicide assisté et sur soins palliatifs. Et ça, c'est un point à prendre en considération. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand on regarde les deux textes, les deux propositions. Il y a la proposition sur les soins de fin de vie, en quelque sorte, les soins palliatifs, qui sont des soins de vie, où on parle d'accompagnement, on parle de planification des soins, on parle des proches, on parle de l'environnement, on parle de la socialité de la personne. Et on a cette proposition sur le droit à mourir, en quelque sorte, un droit médical, à l'euthanasie et au suicide assisté, qui est fait de procédures et de protocoles. Et c'est ça qui est assez choquant. Nos parlementaires, aujourd'hui, nous parlent de procédures et de protocoles. À partir de quand c'est autorisé? Tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans votre chapeau, il faut être citoyen français. Mais quel âge? Bon. Et vous voyez, ces critères de minutie, et ça m'a beaucoup frappé. Au départ, effectivement, dans les pays qui nous ont précédés, le premier c'est les Pays-Bas en 2001, il y avait des critères extrêmement stricts. On voit qu'ils ne sont pas tenables. Ils ne sont pas tenables d'abord aussi parce que la société évolue. Et donc il faut savoir que ce qu'on refuse aujourd'hui, on le voit en matière de bioéthique, peut-être qu'on l'acceptera demain et c'est pas mal en soi. Bon, il y a des évolutions. Mon problème est le suivant, c'est comment on encadre ce qui n'est pas encadrable. Et le sens, et Marina est une médecin, le sens de la relation de soins, c'est sa singularité. C'est-à-dire, c'est une personne à un moment donné qu'on accompagne le mieux possible. Alors je comprends que certains professionnels disent aller jusqu'au bout de l'accompagnement, c'est aussi pratiquer le geste létal quand on n'aura plus d'alternative ou quand la relation de confiance j'arrive à le comprendre intellectuellement. Mais on est dans une société où la loi, c'est la norme. Et donc aujourd'hui, et ça c'est quelque chose d'important, les gens qui sont atteints de maladies, qui ont besoin de lutter, de trouver des mobilisations en eux et autour d'eux pour essayer d'aller plus loin, de faire face à la maladie, se posent la question à quel moment, je me poserai la question, euthanasie ou suicide assisté. Des personnes qui sont atteintes de lourds handicaps aujourd'hui, parce qu'on désigne ces handicaps comme extrêmement lourds à poser, comme souffrance, etc., sont aujourd'hui à se poser des questions. Et je trouve tragique, dans une société aussi fragile, qu'on ait d'une manière assez maladroite, parce qu'il faut le dire les choses, qu'on ait imposé ce type de débat à ces personnes. Je pense qu'il y avait d'autres moyens d'aborder cette question avec beaucoup plus d'intelligence. J'en résume. Vous pensez à quels moyens, par exemple? Déjà, je pense qu'il y a tout un ensemble de questions de société qui ne relèvent pas uniquement de la question de la fin de vie. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est un point important, souligné. Et qui mérite du débat. Vous voyez, on a eu une convention citoyenne sur la fin de vie, mais ce n'était pas sur la fin de vie, c'était sur les conditions de la mort. La fin de vie, chacun vit ça autour de soi, ça peut être un parcours long. Et vous voyez, dans le rapport Sicard de 2012, c'était le mal mourir, mais c'est aussi le mal vivre qui est inquiétant. Donc notre société n'a plus de réponse que par rapport aux conditions de la mort. Et je dis donc, d'un point de vue éthique, parlons des conditions de la vie, et parlons de l'éthique médicale. Et vous voyez, et je termine sur un point que vous avez évoqué. Sur ce terrain de l'éthique. Oui, non, mais l'éthique. Sur le cadre qui a été retenu au final, il vous paraît, d'un point de vue éthique, il vous paraît acceptable? Non, attendez. Si on accepte l'idée d'octroyer un droit à mourir. Non, mais vous avez évoqué la loi Leonetti d'avril 2005. Elle disait que le fondamental, c'est respecter la personne dans son libre choix, éviter l'obstination des hommes et surtout lutter contre la souffrance, y compris quand on abrège l'existence de la personne, d'accord? Le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment mis en vie, en quelque sorte, cette loi. Donc, mon propos est le suivant, c'est que je pense qu'il faut être extrêmement prudent, aujourd'hui, rigoureux, mais aussi comprendre qu'en situation exceptionnelle, il peut y avoir des réalités qui, d'une certaine manière, dépassent ce que l'on peut faire dans la continuité de ce que serait la déontologie habituelle. Donc si ça se passe, il faut que ce soit clair et que ce soit circonstancié, exceptionnel. Il faut dire que cette loi Claes-Leonetti est tout à fait remarquable, insuffisamment connue du grand public comme des médecins, insuffisamment appliquée, mais Claes lui-même le reconnaît, elle laisse des patients de côté. Et c'est effectivement pour ces patients-là, même s'ils ne sont pas nombreux, que pour moi, il était essentiel de leur permettre d'avoir accès justement à cette aide et de permettre à ces médecins qui le font, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça s'est toujours fait en France, de sortir de l'illégalité. Ça, c'est vraiment important, qu'ils puissent faire ce geste de manière légale. Après, moi, je suis assez... on n'a peut-être pas la même nature, je suis assez, moi, optimiste et assez confiante dans notre loi et notre droit. Je pense que avec l'encadrement qui est proposé, avec les critères qui sont proposés, je suis pas inquiète, bien sûr que ça peut évoluer, mais je ne suis pas très inquiète sur le risque de dérive. En Belgique, les dérives sont quand même
ça fait 20 ans que c'est appliqué, les dérives sont quand même minimes, ce qui n'est pas le cas au Canada où on était allé, où là il y a effectivement des graves problèmes qui se posent, mais qui n'ont pas du tout le même encadrement. Moi je trouve que, comme on a menacé au moment de l'IVG de dérives énormes quand la loi a été votée, je pense que c'est une vraie avancée pour des personnes, et puis je trouve surtout inadmissible qu'on soit obligé dans notre pays d'aller mourir à l'étranger quand on en a les moyens financiers, familiaux, etc. On doit vraiment ne plus voir ça. Vous êtes beaucoup intéressé aux dérives possibles. Bien sûr. Évidemment, dans ce film. Alors, j'ai regardé quelques chiffres sous votre contrôle. Le nombre d'euthanasies pratiquées en Belgique a continué d'augmenter l'année dernière. Le suicide assisté via Exit en Suisse a lui aussi continué d'augmenter. Et les euthanasies au Canada sont toujours en hausse. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de dérive compte tenu des amendements qui ont été mis en place dans ces législations belges, suisses et canadiennes? Honnêtement, l'évolution du nombre de cas en Belgique, en tout cas, qui est une évolution normale, mais qui n'est pas du tout exponentielle, est quand même liée, il faut être honnête, sur l'augmentation du nombre de patients dans certaines maladies. Le patient notamment, par exemple, atteint de sclérose latérale amyotrophique augmente. C'est lié à des critères qu'on ne connaît pas, c'est lié aussi au vieillissement de la population. Donc il y a une augmentation qui est réelle, mais qui pour autant n'est pas affolante. Moi, j'ai des garde-fous beaucoup plus inquiétants qui seraient effectivement le problème de la maladie d'Alzheimer, le problème des mineurs, qui se posera comme question. C'est une évidence que si la loi est votée, ça se posera un jour comme ça s'est posé dans les autres pays. Il faudra à nouveau, effectivement... La Belgique et Pays-Bas ont répondu pour les mineurs. Oui, mais la Belgique a pratiqué extrêmement peu de cas et pour des raisons vraiment très, très encadrées et très précises. Mais je veux dire par là, c'est qu'il y a eu l'évolution de la loi pour les mineurs, pour les personnes aussi atteintes de maladies psychiatriques, donc qu'on soit conscient. Je suis d'accord. Là, vous parlez du cas canadien, par exemple, qu'on a vu dans ce film. On parle de Belgique, on parle des Pays-Bas. Ouais. Aux Pays-Bas, vous avez même des couples aujourd'hui qui sont euthanasiés ensemble. Il y en a eu 50. C'est-à-dire, c'est des évolutions. Alors, donc le risque est là, on ouvre une boîte de Pandore je dis pas que le risque. en donnant accès à un droit à mourir, une boîte de Pandore à certaines dérives. Ça serait ça? Je ne suis ni réducteur sur la notion de risque, ni réducteur sur la notion de dérive. Ce qui m'importe, c'est qu'on respecte la personne dans son libre choix et que ce soit une décision assumée. Et on a une déontologie médicale. Est-ce qu'on avait besoin d'inscrire dans la loi, c'est-à-dire dans le Code de la santé publique, l'euthanasie et le suicide assisté? C'est une question qu'on se pose. Ils sont en situation illégale. Non, c'est une question que je pose, d'accord? Deuxième question, est-ce que c'est un acte au sens proche médical? Ça a l'air de rien. Est-ce que le soin équivaut aussi à, non pas donner la mort à la personne, mais en tous les cas, c'est équivalent. Donc ça, c'est des questions de fond. Les résistances de la communauté médicale, c'est pas pour ou contre l'euthanasie, c'est est-ce que c'est à nous de le faire? Est-ce que c'est à l'État aussi d'intervenir dans des domaines qui sont aussi intimes? Alors je comprends aussi toute la rhétorique, mais je l'accepte. On ne peut pas laisser l'aléatoire. Et tout à l'heure, Marina évoquait effectivement la loi Veil, qui était une évolution importante, dont j'observe qu'il y avait un cadre très strict au départ. Il fallait rencontrer un psychologue, je l'ai fait assez rapide. Et maintenant, c'est quasiment devenu un droit, j'allais dire, qui n'a plus cet encadrement. Donc encore une fois, si je dis il faut être prudent, c'est pas prudent par rapport à une personne qui est très autonome, qui a un environnement social. Beaucoup de gens qui s'expriment aujourd'hui ont des statuts sociaux, ont un environnement qui ne sont pas en situation de fragilité. Le premier point qui me semble fondamental en matière d'éthique, c'est plus une personne est vulnérable, plus on a de responsabilités à son égard. Est-ce qu'on exerce nos responsabilités à l'égard de ces personnes? Et un point, et je termine sur ce point, oui, vraiment, il se fait la fin de cette émission, développe la réflexion éthique à l'Institut Raphaël, et donc avec Alain Toledano, qui accueille des personnes atteintes de cancer. Elles savent mieux que d'autres qu'à un moment donné, elles ne voudront pas aller plus loin. Mais est-ce que c'est dans la loi ou est-ce que c'est aussi dans la relation avec un médecin? Voilà, tous ces éléments pour dire, je m'interroge sur la capacité du législateur à être aussi subtil pour respecter la spécificité de chaque individu. Ça sera le mot de la fin. Malheureusement, on aurait voulu passer bien plus de temps avec tous les deux pour évoquer cette question du droit à mourir. Marina Carrère-Dancos, un grand merci pour ce documentaire que nous avons le plaisir de présenter dans cette émission des Badoc. Ça permet de faire réfléchir, en tout cas, d'avancer dans sa réflexion, et c'est ça qui est important. Je la remercie aussi, parce que ça nous a fait tous avancer. Vos réactions, ça sera sur #DesBadoc. Nos deux invités sont d'ailleurs là pour réagir à ce que seront vos réactions. Merci aussi à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à présenter cette émission. Et je vous donne rendez-vous tout simplement pour un prochain DesBadoc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.